Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette salle du Petit Journal Montparnasse. Bonsoir également à tous ceux qui nous suivent en direct sur Internet, sur la page Facebook de l'Humanitaire à tous ses états. Nous sommes donc réunis pour la première fois en cet automne 2014 et Dieu sait si l'automne 2014 est à la fois malheureusement riche en événements de toute nature et en événements cruels. Et nous sommes réunis, et je remercie tous les orateurs qui ont répondu positivement, favorablement à notre invitation pour débattre autour de Christian Troubé, de la situation au Nigeria et autour du thème de la guerre du Biafra à Boko Haram, quelle aide humanitaire au Nigeria. Pour vous présenter les orateurs et pour mener le débat, nous remercions Christian Troubé et que je remercie au nom du CICR infiniment pour toute l'aide et la coopération qu'il nous apporte dans la réalisation de ces 5 cassettes du CICR. Christian, sans plus attendre, je te laisse lancer le débat. Merci Ghislaine, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau 5 à 7 du CICR. Alors bienvenue à vous qui êtes au Petit Journal avec nous. Bienvenue également à ceux qui nous suivent donc sur Internet en direct pour ces 2 heures de débat. 2 heures de débat donc autour du thème de l'humanitaire et du Nigeria. Alors effectivement, on va faire le pont entre une situation d'il y a quand même maintenant 3 décennies, la guerre du Biafra, et puis la situation actuelle autour de Boko Haram et des exactions terroristes dans le nord-est du Nigeria, et surtout confronter tout cela en fait à la question évidemment de l'action humanitaire, du droit humanitaire, des acteurs et de tout ce qu'on peut effectivement aujourd'hui mettre en perspective autour de ces nouveaux défis qu'incarne Boko Haram au Nigeria. Alors, pour parler pendant 2 heures de ces questions-là, eh bien, nous avons des intervenants qui sont très qualifiés, à la fois parce qu'ils sont sur le terrain ou à la fois parce qu'ils sont effectivement dans des logiques de réflexion autour de ces problématiques. Le Nigeria, difficile à saisir, difficile à comprendre, un géant de l'Afrique, en même temps une multitude en fait d'ethnies, de clans, de religions, enfin un équilibre fragile pour ce grand pays, en même temps des lignes de fracture énormes, on va en parler ce soir, et donc il était bienvenu que nous puissions en cette rentrée consacrer un 5 à 7 à cette question du Nigeria. Donc il va y avoir aussi de la pédagogie pour mieux comprendre ce qui se cache derrière tous ces mouvements, et au-delà de la pédagogie, une réflexion, vous savez, puisque c'est la marque de fabrique du 5 à 7, une marque de fabrique qui nous amène à réfléchir sur les postures humanitaires d'aujourd'hui, sur le droit humanitaire. Alors, je commencerai par Zoran Janovic, donc, qui est le délégué, le chef de la délégation du CICR au Nigeria, voilà, après avoir été en responsabilité dans de nombreux pays, à la fois en Afrique, à la fois en Amérique latine, et aujourd'hui depuis 2010 donc au Nigeria. Ronnie Broman, donc vous êtes ancien président de MSF, vous êtes le président du CRASH, vous êtes au sein du CRASH, le centre de réflexion de MSF. Vous êtes aussi donc enseignant à Sciences Po et aussi à l'université de Manchester. Priscilla Sadachi, vous êtes chercheuse associée donc, en Belgique au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, à Bruxelles, et en même temps vous êtes donc auprès de la Cour pénale internationale, chargée de questions de sécurité. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, vous êtes vous aussi universitaire, vous êtes aussi enseignant et vous êtes aussi spécialiste des questions humanitaires et spécialiste aussi des questions du Nigeria, et vous avez sorti pas mal d'ouvrages, et notamment un dernier consacré à la question de Boko Haram. Et puis Laurent Viguier, donc vous êtes le sous-directeur de l'Afrique occidentale à la direction Afrique et de l'océan Indien au ministère des Affaires étrangères. Voilà. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, il y a cette question du Biafra, on va y venir dans 2 secondes. Mais auparavant, le principe du 5 à 7, c'est aussi de poser une petite question à tous les intervenants avec une réponse si possible rapide. Hein, c'est juste pour avoir une petite couleur de ce débat. Alors ma question portera en fait sur
peut-être sur humanitaire, émotionnel, opinion publique. Bon, on a tous à l'esprit effectivement l'enlèvement des 200 jeunes filles revendiquées par Boko Haram, et on s'est aperçu qu'à cette occasion, bon, les projecteurs ont été mis sur Boko Haram, et en même temps, on a vu naître au sein du public des interrogations, une curiosité, peut-être même une forme de mobilisation compassionnelle autour de l'affaire de cet enlèvement. Donc ma question est très, très simple, très rapide. Est-ce qu'il faut encore, même dans ce genre de situation, il faut de l'émotion en fait pour mobiliser les gens? On commencera peut-être par vous, Zoran. Écoutez, prenez un micro, merci. Pardon. C'est bon, je pense. Merci. Je ne sais pas s'il faut de l'émotion. Je crois qu'il faut rappeler, pour être très honnête, que cette émotion, elle a mis 2 semaines à se concrétiser, que ce soit au Nigeria ou dans la communauté internationale. Il a fallu exactement 2 semaines entre le moment de l'enlèvement des fillettes le 14 avril et le moment où, tout à coup, on a commencé à en parler. J'aimerais aussi rappeler qu'au mois de février de cette année, dans l'État de Yobe, qui est un des 3 États où l'état d'urgence a été décrété, un collège fédéral pour jeunes garçons a été attaqué par les insurgés et que là, plus de 52 enfants ont été exécutés, certains dans leur sommeil. Et là, ça n'a pas du tout suscité la même émotion. Maintenant, évidemment, l'enlèvement des 270 écolières a provoqué un élan mondial qui est un petit peu retombé, malheureusement. Mais je crois qu'au-delà de l'enlèvement des fillettes, je crois que les conséquences de ce conflit, finalement, justifient un élan d'émotion qui devrait être permanent. Marc-Antoine, justement, vous êtes beaucoup intervenu vous, dans les médias à ce moment-là. Est-ce que justement, il faut de l'émotion pour déclencher en fait, un intérêt? C'est pas grave, ça marche. Pour moi, l'aspect positif du mouvement Bring Back Our Girls, c'est qu'effectivement, ça a jeté un éclairage sur un conflit qui était largement ignoré, en tout cas en France, peut-être un peu moins en Grande-Bretagne. L'aspect négatif, c'est qu'effectivement, ça peut amener à ce qu'il y ait une pression médiatique qui, finalement, rime avec une réponse militaire uniquement à la crise de Boko Haram. Et puis surtout, il y a un prisme très difformant. Donc, Zoran l'a déjà dit, donc merci pour lui, parce qu'effectivement, moi, mon rôle dans les médias, c'est de dire, mais attendez, n'oubliez pas, il y a aussi des jeunes lycéens qui ont été tués, pourquoi on n'en parle pas? Et surtout, ne pas résumer tout Boko Haram à cette affaire-là sur ces jeunes filles. Surtout que très vite, il y a eu, et ça, il y a une vraie résonance avec la guerre du Biafra, il y a eu une confessionnalisation de cette affaire. On a prétendu que ces jeunes filles étaient toutes des chrétiennes, ce qui était complètement faux. D'ailleurs, sur la revendication de vidéos de chez Kao, on voyait que certaines d'entre elles étaient musulmanes. Donc en plus, on renvoyait encore à un conflit de civilisation qui était un petit peu le même détournement de la réalité qu'il y a eu sur le cas du Biafra, qu'on a présenté comme un génocide commis par des musulmans contre des chrétiens. Priscilla, une petite réaction déjà à cette première question de lancement? Oui, donc je suis d'accord avec Marc-Antoine. Et donc ce que je voulais aussi rajouter, c'est que cette médiatisation sur Chibok a aussi profité à Boko Haram qui est venu sur le devant de la scène, qui a bénéficié d'une forte médiatisation et de beaucoup de publicité. Et Shekau en a profité, il a continué à narguer les autorités nigérianes. Donc il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Et effectivement, la réaction qu'il y a eu était une réaction militaire, mais en même temps, l'avantage, c'est que vu que tous les projecteurs étaient braqués sur cette situation, l'armée est aussi observée pour les débordements qu'elle peut avoir. Et du coup, ça peut aussi servir à peut-être limiter la répression de l'armée vis-à-vis des populations civiles parce qu'elles sont justement plus observées. Laurent Viguier, donc émotion dans le public, mais en même temps réaction des pouvoirs publics. Oui, je crois qu'on ne peut pas nier que l'émotion publique et la mobilisation médiatique autour d'une cause comme celle des jeunes filles aient été bénéfiques à une réaction politique d'abord qui était nigériane. Et je crois que c'est important de souligner que la médiatisation de l'affaire de Chibok a d'abord convaincu les autorités nigérianes qu'il était temps d'agir et de réagir. Et c'est à partir de là qu'est partie la mobilisation internationale, intergouvernementale, autour du sommet qu'a convoqué le président de la République française à la demande de Goodluck Jonathan. Donc c'est vraiment
un élément déclencheur important, effectivement simplificateur de la situation, mais qui permet d'initier une réaction internationale, régionale et internationale, qui a ses mérites. On développera tout à l'heure. Ronnie Broman, un déclic, l'émotion Excusez-moi, mais je vais rompre ce beau consensus. Non, vraiment, je ne... Non, c'est pas une manie. C'est juste que je n'arrive pas à me retrouver dans les propos que j'ai entendus. Qu'il faille de l'émotion, sans doute. Enfin, tout le monde est ému par toutes sortes de choses. Et donc l'émotion est toujours présente. Donc il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou il ne faut pas. On l'a, on l'éprouve, cette émotion. Cela étant, les vertus politiques de cette émotion, moi je ne les vois pas. Ce que j'ai constaté pendant toute cette mobilisation, c'était la curiosité de savoir si Valérie ou Carla ou je ne sais quelle star se montrerait sur le parvis du Trocadéro, qui allait jouer la plus indignée dans cette situation. Donc je le vois, pardonnez-moi, d'une façon un peu plus cynique, un peu plus instrumentale que vous. Et si il faut qu'il y ait quelques dizaines de personnalités dans la rue pour que les grands de ce monde, pardonnez-moi, commencent à s'intéresser à des problèmes de sécurité collective, alors c'est qu'on est tombé bien bas, et je ne le crois pas. Je pense que la question de Boko Haram et de son affiliation à Al-Qaïda, de la déstabilisation que ce groupe, que cette secte effrayante induit dans la région, est la véritable raison de la mobilisation. On n'enverrait pas des forces spéciales, des avions d'observation, simplement parce que Valérie et Carla se sont montrés sur le parvis des droits de l'homme du Trocadéro. On va développer, Marc-Antoine. Tout au moins, il faut l'espérer. Disons que ça n'a pas provoqué en réalité de réaction politique de la part des autorités au Nigeria. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas eu à la fois d'engagement pour retrouver les filles. J'étais à 2 jours à Abuja, on m'a donné ce beau étiquette, il est marqué 219 Chibok Girls. Les 50 qui ont réussi à s'échapper, en fait, elles se sont libérées par elles-mêmes. Donc le gouvernement n'a rien fait, le président n'est même pas allé à Chibok, il n'a pas osé y aller. Donc au contraire, ça met en évidence l'impuissance des autorités. Et là, il y a un vrai message politique qui est évidemment utilisé par l'opposition, puisque c'est dans le contexte des élections générales de février 2015. Donc effectivement, la réaction pour l'instant, et ça c'est l'aspect néfaste du mouvement Bring Back Our Girls, c'est plutôt de conduire à légitimer une réponse purement militaire dans cette affaire. Où finalement, alors que même celle-ci a échoué jusqu'à présent, puisque depuis l'état d'urgence en mai 2013, on a une explosion exponentielle du nombre de morts qui sont, il faut le rappeler, très largement tués aussi par l'armée. Et là, un des problèmes dans la distorsion, et j'ai pas eu le temps de développer parce qu'on m'avait dit d'être très bref, mais dans la distorsion de la représentation du conflit par le mouvement Bring Back Our Girls, c'est qu'il y a uniquement des méchants d'un côté et pas de l'autre. Et c'est évidemment Boko Haram. Donc on oublie toutes les atrocités commises par l'armée, qui en fait empêchent aussi de mener correctement à une résolution de ce conflit, parce que ça antagonise la population locale, qui ne coopère pas avec les forces de sécurité, et qui n'a aucune chance actuellement, puisque les lignes n'ont pas bougé, qu'on puisse résoudre le conflit. On va développer, mais Laurent Viguier voulait dire une... Oui, juste un élément complémentaire à l'intervention de Ronnie Broman et de Marc-Antoine. Si le gouvernement nigérian n'a peut-être pas pris la pleine mesure de ce qu'il convenait de faire au moment de l'enlèvement de ces jeunes filles, il y a un élément qui me semble indéniable, c'est qu'il a pris conscience qu'il n'y arriverait pas tout seul. Et c'est à ce moment-là, et il faut bien voir le lien chronologique entre les deux événements, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de solliciter, en l'occurrence la France, pour qu'on puisse réunir les chefs d'État de la région concernée, et qui est donc un début de réponse politique, régionale, à la problématique. Alors, avant d'entrer dans les détails, et notamment que vous puissiez nous expliquer ce qu'est Boko Haram, voilà, quels sont ses ressorts, revenons quand même 3 décennies en arrière, donc à l'époque du Biafra. La question qui nous est posée par le titre, c'est quand même le Nigeria au défi humanitaire, mais en même temps du Biafra aujourd'hui. Alors le Biafra, on avait assisté aussi à une mobilisation des opinions publiques, on avait assisté aussi à une sorte de fondation ou de refondation d'une approche humanitaire. Est-ce qu'on peut faire des parallèles finalement entre Biafra et ce qui se passe aujourd'hui, sinon que le seul point, c'est que ça se passe au Nigeria? Ronnie Broman. Non, je crois que vous avez donné... Enfin, tu as donné la réponse, tutoie, pas... Tu as donné la réponse. Je crois que le seul point commun, enfin, je parle sous le contrôle de Marc-Antoine, c'est le territoire national. Il me semble que les enjeux sont
les enjeux, les modalités pratiques, les ressources de mobilisation, enfin tout sépare ces deux situations.